Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence et merci de m'accueillir. Comme je vous ai expliqué, c'est la première fois que je fais ça en ligne, donc vous excuserez mes petites imperfections. Donc, sécurité internationale et coopération policière, c'est un très vaste sujet. Alors évidemment, on ne va pas tout traiter ici, dans le temps qui nous est imparti, mais je voudrais dérouler un certain nombre d'informations et de considérations qui, je pense, peuvent être utiles pour comprendre notamment le rôle que joue la coopération policière dans la sécurité internationale. Alors, pour commencer, même si c'est un peu pompeux, avant de développer, je voudrais dire de quoi on parle quand on parle de sécurité internationale et de coopération policière. Alors, la sécurité internationale est tout d'abord, faut prendre le plus grand dénominateur commun, c'est-à-dire celui des Nations Unies. Donc, il faut juste rappeler que lors de sa création en 1945, l'Organisation des Nations Unies était dotée par ses membres d'un objectif prioritaire qui est toujours le maintien de la paix et de la sécurité. Et donc, je voudrais qu'on entende dans les développements qui viennent la sécurité internationale dans ce contexte, alors qu'on pourrait trouver maintes définitions et maintes approches. Si par exemple on se réfère au site internet des Nations Unies, il s'indique que pour remplir leur mission, ils interviennent essentiellement par la diplomatie préventive et la médiation, le maintien de la paix, la consolidation de la paix, la lutte contre le terrorisme et le désarmement. Donc on peut voir la sécurité internationale dans ce contexte. Mais il faut ajouter, on peut aller un peu plus loin, puisqu'en 2009, le Conseil de sécurité, via une déclaration présidentielle, je crois qui est en date du 8 décembre 2009, avait exprimé ses préoccupations, notamment concernant le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée, qu'il considère comme des menaces contre la paix et la sécurité internationale. Donc, quand je vais parler de sécurité internationale après, c'est vraiment dans ce contexte-là. Alors, s'agissant de la coopération policière, je vais parler, bien entendu, essentiellement de la coopération policière qui est formelle, parce que on sait qu'il y a très bien et qu'il y a aussi une coopération policière qui est informelle, c'est-à-dire les officiers de police qui se connaissent et qui se passent un coup de fil. Mais ça, c'est pas forcément utilisable devant un tribunal. Donc ici, je vais parler de la coopération policière formelle. Donc elle prend essentiellement deux formes aujourd'hui, c'est-à-dire une forme bilatérale, une coopération policière entre deux forces de police de deux États, de deux pays. Et là, elle peut s'exercer directement entre administration de police, mais aussi via des officiers de liaison ou des attachés de police qui sont postés dans les pays. Mais elle passe aussi par certaines organisations, alors des organisations internationales qui sont des mécanismes globaux ou régionaux de coopération policière, et sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Donc, mais avant de revenir là-dessus, je voudrais indiquer que même s'il y a ces organismes de coopération policière qui sont multilatéraux ou régionaux, il faut bien avoir en tête que la coopération policière, elle est essentiellement le résultat de la coopération bilatérale entre pays voisins, souvent. Parce qu'en termes de volume, c'est vraiment là qu'on trouve l'essentiel des échanges et de coopération au niveau de la police. Mais bien entendu, c'est pas suffisant aujourd'hui. Ça pouvait l'être au début de la coopération bilatérale, qui remonte au 19e siècle, et de manière formelle, mais même certainement avant. Mais la criminalité internationale, aujourd'hui, elle est complexe et multiple. Elle concerne plusieurs États. Et c'est ce qui a poussé les pays à mettre en place des institutions régionales et internationales. Alors, on peut y voir derrière ça essentiellement un motif, je dirais, d'efficacité, parce que justement, cette
cette criminalité est de plus en plus complexe et elle concerne plusieurs pays en même temps. Et donc, il est nécessaire de faire travailler tous ces pays-là ensemble. Mais pourquoi également on a créé ces institutions, ces mécanismes? C'est parce que la police fait partie des missions régaliennes des États, comme la défense, comme la monnaie, comme l'impôt. Donc, c'est typiquement ce qui constitue une entité étatique ou une entité régionale. Et c'est pour ça qu'on a vu que des entités régionales ont voulu créer leur mécanisme de coopération policière parce que c'était une manière de se renforcer. Le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est la création d'Europol par l'Union européenne, alors qu'à l'époque, Interpol offrait déjà une offre européenne en son sein, spécialement pour les pays européens, alors qui était plus large que l'Union européenne, mais c'était une offre qui était dédiée justement à l'Europe, parce qu'on voyait venir à l'époque, effectivement, cette volonté de l'Union européenne de se doter d'une structure de coopération policière. Et on a vu que malgré cette offre, malgré les efforts d'une nation comme Interpol pour mettre en place une offre spécifiquement européenne, l'Union européenne a créé ce qui s'appelle aujourd'hui Europol. Et donc on voit bien qu'il y avait une volonté de créer une structure pour répondre à cette mission régalienne que l'Union européenne voulait s'octroyer, comme elle le fait un peu, mais de manière beaucoup moins poussée, ceci dit, au niveau de la défense, mais comme elle l'a fait depuis de manière plus poussée au niveau de la monnaie, avec la création de l'euro, donc de se créer une structure de coopération policière qui permet de renforcer ces institutions et de renforcer la présence de l'Union européenne au niveau global. Donc, c'est pour ça qu'il est important, avant de parler du rôle un peu de la coopération policière au niveau dans le renforcement ou dans le maintien de la sécurité internationale, il est important de connaître ces institutions, en tout cas de au moins savoir qu'elles existent. Je ne vais pas avoir le temps ici de détailler, je vous parlerai peut-être plus d'Interpol parce que c'est ce que je connais mieux, ou d'Europol, mais vous verrez qu'il existe d'autres institutions. Et il faut les resituer, je pense, aussi dans ce contexte, dans ces contextes régionaux de construction d'une identité régionale forte, au-delà de la recherche d'efficacité dans l'échange d'informations. Voilà, donc c'était un peu un préambule que je voulais vous faire. Alors, je vous ai dit, la coopération policière, elle est d'abord essentiellement bilatérale. Pourquoi? Parce que la criminalité est souvent... vous prenez un pays comme la France, l'essentiel de la criminalité et je dirais endogène, c'est-à-dire qu'elle se passe en France et les auteurs de crimes, on peut les trouver en France. Mais il y a beaucoup, et ça date pas d'aujourd'hui, il y a aussi des mouvements transfrontaliers, mais qui sont souvent limités, je dirais, aux frontières immédiates du pays. Donc, d'où l'intérêt de développer et de mettre en place ces mécanismes de coopération policière bilatérale. Donc, comme je l'ai dit, elle existe depuis longtemps, la coopération policière bilatérale. On en trouve des formes, je dirais, claires déjà au XIXe siècle. Elle permet
essentiellement aux pays concernés d'organiser l'échange d'informations et ou la coopération technique qui comprend également la formation entre deux pays. Et elle prend souvent la forme d'échanges d'officiers de liaison ou d'attachés de police ou d'attachés de sécurité intérieure, tout dépend de l'évolution de la terminologie, dont le rôle est de faciliter les relations entre les services de police concernés. Juste pour vous donner un exemple immédiat, enfin géographiquement, je veux dire immédiat, la France, je suis allé chercher ça sur le site de la police nationale, et notamment du service de coopération internationale, donc qui indique aujourd'hui la France compte près de 300 policiers et gendarmes qui sont affectés dans 74 services de sécurité intérieure au sein des représentations diplomatiques à l'étranger. Et elle couvre ainsi plus de 150 pays, parce que, comme vous le savez très certainement, il y a des représentations diplomatiques qui couvrent plusieurs pays. La France n'a pas une ambassade dans les 200 pays que constitue le monde, et donc il y a des ambassades qui travaillent avec plusieurs pays. Mais donc c'est un chiffre assez significatif pour un petit pays comme la France, d'avoir autant d'officiers de police et qui sont chargés de faire la liaison. Et c'est assez concret. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire que ils ont des contacts très étroits avec les services des polices du pays dans lesquels ils sont affectés. Ils peuvent obtenir assez facilement des informations qui peuvent transmettre à leurs collègues en France, et ce qui peut souvent accélérer les enquêtes ou donner des leads, pour parler en bon français, pour développer des enquêtes. Alors c'est une coopération très technique, c'est-à-dire de police à police, peu affectée par le politique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on le verra aussi un petit peu là, quand je vous parlerai d'Interpol. La coopération policière, elle est souvent vue comme quelque chose de neutre par rapport à la politique des pays. Et moi, je me souviens, par exemple, vous pouvez lire, enfin, à l'époque, c'est un peu moins aujourd'hui, mais quoique, beaucoup d'articles sur les tensions entre l'Inde et le Bangladesh qui se battent au niveau géopolitique, je dirais, stratégique. Moi, j'ai vu des réunions sans trahir de secret où il y avait dans la salle un officier indien, un officier du Bangladesh qui se serraient la main très cordialement, qui à la pause prenaient un café ensemble et qui discutaient, alors qu'on aurait pu penser qu'ils ne se parleraient pas et qu'ils se regarderaient en chien de faïence. Mais absolument pas. C'est vraiment une des caractéristiques importantes de la coopération policière internationale. En tout cas, moi, tel que je l'ai vu et tel que je l'ai vécu. Ceci dit, bon, elle n'est pas toujours, je dirais, aussi neutre que ça. Vous avez peut-être pu lire dans la presse, et notamment, j'ai relevé un article du Monde du 3 août 2019 qui disait que, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là, de la Chine qui avait arrêté le président d'Interpol de l'époque, c'était un Chinois, enfin qui était aussi vice-ministre en Chine. La Chine l'a arrêté sur des accusations de corruption. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais ce qu'a fait la France suite à ça, c'est qu'elle a octroyé l'asile politique à son épouse et à ses enfants. Et quand la Chine a appris ça, elle a menacé de suspendre sa coopération en matière de police avec la France. Alors, je ne sais pas trop si ça a vraiment été suivi des faits, mais en tout cas, clairement, c'est un exemple où on voit que même si la coopération policière est neutre, elle peut être aussi influencée par des motifs
qui le sont moins et qui relèvent plus de la politique internationale que d'autres choses. Bon, voilà ce que je voulais vous dire un peu sur la coopération bilatérale, mais il faut avoir en tête qu'effectivement, c'est quelque chose de très important et qui fonctionne de manière, je dirais, très, très efficace en général. Voilà, ce point étant fait sur la coopération bilatérale, je voulais aussi, avant d'explorer plus le lien coopération policière et sécurité internationale, faire un petit panorama de la coopération policière internationale. Alors, en fait, d'international ou de véritablement global, de coopération policière globale, je dirais qu'il n'y a vraiment qu'une institution qui le fait, qui se charge de ça, c'est Interpol. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Interpol, aujourd'hui, c'est 194 pays membres, donc pratiquement tous les pays du monde. Hein. Bon, il n'y a pas la Corée du Nord, il n'y a pas un certain nombre de petits pays comme ça, mais je crois que c'est pratiquement équivalent à un pays près au nombre de pays membres des Nations Unies. Donc c'est le seul mécanisme, c'est la seule institution que vous trouverez au plan mondial qui couvre vraiment le monde de manière globale. Alors, donc Interpol, c'est une vieille institution, hein, c'est une organisation qui a été créée en 1923. Alors, il y avait pour la petite histoire, il y avait une tentative, enfin les prémices de création d'Interpol en 1914, avec une première réunion, c'était d'ailleurs essentiellement des pays européens à l'époque, mais qui n'a pas été suivi d'effet, puisque je crois que la réunion était en avril ou mai, je ne sais plus. Mais en septembre, comme vous le savez tous, il y a eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et donc les choses se sont arrêtées. Mais dès après la guerre, les discussions ont repris, et en 1923, il a été créé ce qui s'appelait à l'époque la Commission internationale de police criminelle, qui est un peu l'ancêtre d'Interpol, enfin de ce qu'est Interpol aujourd'hui, qui est aujourd'hui l'Organisation internationale de police criminelle. Donc Interpol, qu'est-ce que c'est? C'est assez notable, mais c'est d'abord un siège mondial qui est situé à Lyon. Il y a très peu d'organisations internationales qui sont situées à Lyon. Il y a le Centre international de recherche sur le cancer, il y a un petit bureau de l'OMS, mais il n'y a pas de grandes institutions internationales qui sont à Lyon. Vous les trouvez à Paris, à Strasbourg, à Genève, à La Haye, à New York, à Londres. Mais voilà, donc c'est assez notable. Bon, c'est le siège mondial qui est à Lyon, mais il n'y a pas que Lyon. Hein. Il y a un gros bureau à Singapour et il y a des bureaux régionaux aussi qui sont disséminés en Afrique, dans les Amériques. Et pour l'essentiel, voilà. Donc aujourd'hui, comme je le dis, c'est 194 pays membres. L'organisation gère 17 ou 18 bases de données et connecte ces 194 pays via ce qui s'appelle les bureaux centraux nationaux. En fait, ce sont des structures qui appartiennent aux pays membres, mais qui servent à faire la liaison avec les autres pays membres et avec le siège. Pour la France, par exemple, le Bureau central national Interpol dépend de la Direction des relations internationales, de la Direction centrale de la police judiciaire. Et ils sont situés à Nanterre, en région parisienne. Voilà, donc, bon, après, si sur la suite vous avez des questions un peu plus détaillées sur Interpol, je pourrais essayer d'y répondre. J'ai déjà évoqué une autre institution proche également géographiquement, qui est Europol. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, Interpol avait essayé, je dirais, de raccrocher la volonté européenne d'avoir une structure, mais les choses se sont faites autrement. Donc, c'est-à-dire que dès 1993, il y a eu
la création de ce qui s'appelait à l'époque l'unité drogue Europol. Donc, c'est-à-dire que c'était cette unité qui était l'embryon de ce qu'est Europol aujourd'hui, mais focalisée sur le trafic de drogue. Cette unité a été officialisée en 1999 avec le traité de Maastricht. Et Europol, en fait, est devenu une agence de l'Union européenne en 2010. Et donc, 2010, ça veut dire intégré dans l'Union européenne, donc c'est-à-dire que c'est plus les pays qui contribuent, c'est le budget de l'Union européenne qui finance cette agence. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Europol, c'est pas que les membres de l'Union européenne. Alors c'est eux qui sont membres d'Europol, mais c'est une institution, une agence qui traite aussi avec ce qu'ils appellent les États tiers. Et par exemple, il y a un officier de liaison Europol aux États-Unis. Et les États-Unis ont des officiers de liaison à Europol. Et ils ont développé comme ça un certain nombre d'accords avec des États tiers. Et pourquoi? Parce qu'en fait, certes, il y a une criminalité européenne, intra-européenne, mais quand on parle de trafic de drogue, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'endroits en Europe où on produit de la drogue. Donc la drogue, elle vient nécessairement d'ailleurs. Donc Europol avait besoin d'étendre ses contacts au-delà des frontières européennes de manière à obtenir des informations utiles à l'exercice de sa mission. Alors, ce qui est intéressant, je lisais à propos d'Europol, aujourd'hui, là, sur BBC News, il y avait un petit article intéressant, puisqu'il reprenait des commentaires du responsable de l'antiterrorisme au Royaume-Uni, qui disait que le Royaume-Uni sera moins sûr sans accord avec l'Europe. Parce qu'effectivement, avec le Brexit, le Royaume-Uni quitte Europol et ils n'auront plus accès aux informations d'Europol, ce qui montre toute l'importance pour un pays comme le Royaume-Uni, qui certes veut sortir de l'Union européenne, mais qui quand même trouve important la coopération régionale, c'est-à-dire que, alors, ils coopèrent bien entendu avec les États-Unis, mais les États-Unis sont loin et les voisins les plus proches de l'Union européenne. Et donc, il y a une discussion intéressante en ce moment sur ce sujet, sur plein de sujets qui sont liés au Brexit, mais puisqu'on parle de coopération policière ici, il faut voir que le Brexit a également un impact sur la coopération policière. Alors, vous avez d'autres agences, enfin d'autres structures plus récentes, mais tout aussi régionales. Par exemple, vous avez Ameripol. Alors le siège, je crois, est en Colombie, et qui, alors là, c'est intéressant parce que ce ne sont pas les pays qui sont membres, mais ce sont des agences de police. Donc, si un pays a plusieurs agences, comme par exemple la France a la police et la gendarmerie, ou si on prend les États-Unis, ils en ont une multitude, mais si on prend qu'au niveau fédéral, vous avez la DEA, le FBI et US Marshal. Donc, Ameripol comprend dans la région, donc dans la région des Amériques, 33 agences de police. Donc ça va du Brésil, Colombie, Mexique, San Salvador, etc. Et eux aussi donc essaient de créer une dynamique de coopération policière, d'échange d'informations au niveau régional. Une structure encore plus récente, puisqu'elle a été créée en 2015, c'est Afripol. Alors Afripol, le siège est à Alger, de mémoire, et c'est une institution donc toute récente et qui essaie également de créer une dynamique de coopération policière. Alors pour le coup, pour les pays de l'Afrique, donc il y a 40 pays qui sont membres. En fait, c'est une institution qui a été créée sous l'égide de l'Union africaine. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Union africaine, mais c'est une sorte d'union d'intégration, c'est un peu l'équivalent de l'Union européenne.
Et donc, je dirais que l'Union africaine et la région Afrique suit un peu le modèle de l'Europe et crée également son mécanisme de coopération policière, ce qui entre bien dans ce mouvement que je décrivais un peu plus tôt, de renforcement des identités régionales et des pouvoirs régionaux. À Freepol, c'est exactement ça, on le voit très bien. Bon, c'est une agence qui est nouvelle, hein, qui a 5 ans, donc on ne peut pas tirer encore de conclusion sur son existence et ce qu'elle va faire et son efficacité, mais en revanche, effectivement, réseau de télécommunications, échange d'informations, formation et très certainement élaboration de standards qui seront communs aux pays africains. Alors, une structure qui est beaucoup plus vieille parce qu'elle est adossée à une structure aussi régionale. Alors là, je n'ai pas bien pu refaire l'historique, mais vous savez que dans la région Asie, il y a ce qu'on appelle l'ASEAN. Et ils ont créé également une structure qui regroupe un peu les chefs de police de cette région-là, qui s'appelle ASEANAPOL, comme quoi le pôle, c'est quelque chose de très répandu. Je pense qu'ils ont tous copié ça sur Interpol. Donc là, c'est 11 pays. Mais alors je pense que c'est une structure qui est moins opérationnelle. Hein. Moi, d'après ce que j'ai pu voir, quand Interpol travaillait avec eux, enfin, ils travaillent certainement toujours avec eux, mais à l'époque où j'y étais, on voit que c'est une structure quand même moins opérationnelle et qui cherche justement à s'adosser à des mécanismes comme Interpol. Alors, la création la plus récente, à ma connaissance, c'est GCCPOL. Alors, GCC, ça correspond en français au Conseil de coopération du Golfe. En anglais, c'est Gulf Cooperation Council, d'où GCC. Donc là, c'est quelque chose, c'est une structure qui a été créée en 2017, donc qui est adossée au Conseil de coopération du Golfe, et donc qui comprend les 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Et là aussi, on l'a vu, c'est une structure, ne serait-ce que parce qu'ils ont des moyens également, qui se positionne vite et qui se structure très vite. Donc, globalement, vous avez une structure globale qui est Interpol, donc 194 pays, et un certain nombre de structures régionales. Bon, là, je vous ai cité que les plus importantes. Les puristes, je vous dirais qu'il y a en Europe, il y a ce qu'on appelle le traité de Prune, qui regroupe un petit nombre de pays avec des coopérations un peu renforcées, mais bon, je ne rentre pas dans ces détails. Alors, mais ce qu'on voit également, c'est que c'est des structures qui se créent, je dirais, de manière indépendante les unes des autres. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y a une logique derrière tout ça, avec une structure mondiale, Interpol, et des structures régionales qui seraient un peu des sous-structures d'Interpol. En plus, avec la confusion que tout le monde utilise Pol, mais en fait, ils utilisent Pol pour dire police, mais certainement pas pour dire qu'ils font partie d'Interpol. Donc, il n'y a pas... Je veux dire, la structuration de la coopération policière internationale, elle ne se fait pas du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On a vu qu'il y avait une volonté à une époque d'Interpol de chapeauter la région Europe, mais qui n'a pas fonctionné. Et donc, il n'y a pas ce fonctionnement de dire, tiens, Interpol va régionaliser ses activités à travers ces structures. Interpol régionalise ses activités, mais pas du tout à travers ces structures. C'est vraiment des structures propres. Et c'est pour ça que ça... Je renvoie à ce que je disais au début. Elles ont double fonction, c'est-à-dire c'est renforcer l'efficacité de la coopération policière dans la région, mais c'est surtout de structurer, je dirais, la région, les pouvoirs régionaux et l'identité régionale. Donc
sans conclure, mais on peut imaginer que derrière ça, c'est plus une volonté politique qu'une volonté, je dirais, technique de coopération policière stricto sensu, quoi. Même si c'est le but recherché, il y a quand même un but éminemment politique derrière la création de ces entités. Voilà. Bon, après, il y a d'autres. Vous allez me dire, il y a une autre structure qui est globale aussi, qui est attachée, alors qui pour le coup est attachée aux Nations Unies, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Alors pourquoi je ne l'ai pas cité avant, c'est parce que pour moi c'est un rôle un peu différent. C'est-à-dire que autant les autres structures, ce sont des structures qui se veulent très opérationnelles en matière de coopération policière, c'est-à-dire c'est de police à police, on échange des informations et qui servent après pour développer des enquêtes et éventuellement pour aller devant la justice. L'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime, c'est un peu différent. Alors c'est essentiellement un outil normatif, c'est-à-dire que c'est sous l'égide de cette institution que se font les grandes conventions qui traitent de criminalité, la Convention sur la criminalité transnationale, la Convention sur la corruption, des choses comme ça. Et aussi également un rôle de soutien, mais en termes de capacity building ou de renforcement des capacités en bon français. Donc, c'est-à-dire que effectivement, le NUDC va aller voir les pays, va les aider peut-être à structurer leur police, va les aider à élaborer les législations qui sont nécessaires pour la police de travailler, va éventuellement financer des équipements aussi, et notamment contrôle aux frontières ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de... Je vous ai dit, par exemple, l'Interpol a 17 ou 18 bases de données, par exemple la base de données des personnes recherchées, la base de données des passeports volés, enfin des choses comme ça, ou des œuvres d'art volées. Il n'y a pas une base de données, il n'y a pas de base de données comme ça à l'ONUDC. Donc c'est un rôle complémentaire, mais que je ne rentrerai pas stricto sensu dans le rôle de coopération policière internationale. Voilà. Après, de moindre mesure, vous trouvez d'autres structures qui ont une petite activité en matière de coopération policière internationale. Vous avez le Conseil des ministres de l'Intérieur arabe, par exemple, ou la communauté des États indépendants, qui sont, je dirais, les anciens États de l'URSS pour l'essentiel. Voilà, donc ça, c'est le panorama que je voulais vous donner sur les mécanismes ou les institutions de coopération policière internationale. Maintenant, sécurité internationale et coopération policière, j'ai sous-titré une problématique particulière. Pourquoi? Parce que quand on parle de sécurité en termes global et géostratégiques, je renvoie un peu à la définition du début de l'ONU, on pense essentiellement à l'action militaire. Mais c'est de loin la seule composante. D'ailleurs, je pense qu'on a tous noté l'importance de la sécurité sanitaire depuis la fin de l'année dernière pour la sécurité internationale. Et dans ce cadre-là, donc dans le schéma global de sécurité, la coopération policière prend une importance toute particulière. Alors, non seulement dans un cadre, je dirais, normal et régulé des relations internationales. Je vous ai parlé des officiers de liaison, des institutions comme Interpol, Europol, qui permettent d'échanger des informations entre pays, je dirais, stables et qui sont en paix, mais également dans la situation des pays en crise sécuritaire ou des pays en reconstruction. Et
pourquoi je voulais évoquer ce point particulier? Parce que dans ces situations-là, on voit apparaître deux phénomènes. D'une part, la criminalité d'opportunité qui existe partout, hein, mais qui augmente dans ces circonstances en profitant de l'affaiblissement des systèmes de gouvernement et donc des systèmes de police et de justice qui sont induits par le conflit. Mais également la criminalité liée au conflit lui-même qui, au final, sert à soutenir certaines parties prenantes non étatiques qui ont besoin de financer des achats d'armes, de munitions, de recrutement des combattants, etc. Alors, pour vous donner quelques chiffres très rapides, on peut en trouver plein d'autres, mais en 2018, Interpol estimait que sur les 31,5 milliards de dollars américains de flux illicites générés annuellement dans les zones de conflit, 96% allaient aux organisations criminelles, l'argent servant à alimenter ces conflits. Donc on voit que ici, on n'est pas dans la confrontation militaire où il y a un ennemi qu'il faut neutraliser. On est vraiment dans la criminalité pure et dure, la criminalité organisée. Et on voit l'impact que cette criminalité-là peut avoir dans ces pays qui connaissent des crises. Et le RIPTO, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est écrit RHIPTO, vous trouverez, ils ont un site internet très intéressant. En fait, c'est un centre norvégien d'analyse qui travaille beaucoup avec l'ONU et qui estime, donc au moment où Interpol publiait ces chiffres, hein, que dans nombre de cas, les groupes criminels, dont certains sont étroitement liés aux élites politiques, peuvent avoir tout intérêt à voir les luttes armées se répéter et se poursuivre afin d'assurer leur domination sur les ressources naturelles et les axes commerciaux. Donc, encore une fois, ça appuie cette idée que les zones d'insécurité, comme ces pays-là, sont vraiment des zones propices à la criminalité organisée. Et donc, cette criminalité organisée, qui hélas, peut constituer un obstacle important au processus de paix, en soutenant la mise en place d'économies de conflits illicites qui contribuent à prolonger les dits conflits. Alors, on s'est vite rendu compte de ça. Et dès les années 60, les opérations de maintien de la paix engagées par les Nations Unies ont intégré une composante de lutte contre la criminalité, notamment la criminalité organisée, dans ces opérations, et notamment en intégrant ce qu'ils appellent UN-CIFPOL, donc la police civile des Nations Unies. Alors, on ne peut pas toutes les citer, parce que les opérations de maintien de la paix, elles sont hélas nombreuses. Mais alors, il y a deux cas intéressants qui sont un peu différents des autres. Pourquoi? Parce que c'est des situations où les opérations de maintien de la paix ont directement remplacé les forces de police. Des territoires où elles intervenaient. Alors, les deux exemples que j'ai trouvés, hein, c'est la mission des Nations Unies au Kosovo, la MINUC, ou encore l'administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental. Alors, ça, c'est un cas assez intéressant parce que, donc, quand le Timor oriental est devenu indépendant, donc il a demandé son adhésion à Interpol, et ils sont devenus membres en 2002 d'Interpol. Et j'ai eu l'occasion, moi, de me rendre dans ce pays. À l'époque, j'étais conseiller juridique de l'organisation, pour discuter justement de l'intégration de la police dans les mécanismes de coopération de l'organisation. Et le souci principal qu'ils avaient à l'époque, alors que j'espère avoir aidé à régler, je pense, parce que peu de temps après, la chose était réglée, mais après ma visite, je veux dire, mais c'était que à l'époque, les forces de police australiennes, donc, qui intervenaient dans le cadre de la mission des Nations Unies, avaient conservé l'accès
donc aux télécommunications et aux bases de données, etc. Et la police du Timor voulait que ça leur soit rendu ou donné, et que ça ne soit plus sous la responsabilité d'une mission internationale. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce qu'à l'époque, j'ai rencontré le chef de la police, bien évidemment, mais le ministre des Affaires étrangères de l'époque, le ministre de la Justice, etc. Et ça s'était fini par une conférence de presse où les journalistes avaient justement pressé cette question sur mais quand est-ce que les Australiens vont rendre les équipements et l'accès aux bases de données. Voilà. Alors ça, c'était deux cas, je dirais, atypiques, parce qu'en général, ce que font les missions d'opération de maintien de la paix, c'est qu'elles travaillent aux côtés des forces de police locales, en fait, en les aidant par des équipements, par de la formation, en les accompagnant, mais ne se substituent pas à eux, ce qui n'était pas le cas au Timor oriental, et ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est toujours pas le cas au Kosovo d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. Si on revient au rôle des missions de maintien de la paix, c'est des missions qui sont essentiellement militaires. Alors, le fait qu'il s'occupe de police, ça pose bon, j'ai vu 3 difficultés, mais on peut en trouver d'autres. La première, c'est que, et ça, certains pays l'expriment clairement, je pense à la Chine notamment, qui craignent que l'internationalisation de la question du crime organisé puisse compromettre leur souveraineté, ce qui renvoie à la question du pouvoir régalien d'ailleurs, et préfèrent affronter la criminalité organisée au niveau national, et donc que ce ne soit pas sous la responsabilité d'une structure une structure internationale ou multilatérale. Deuxièmement, les opérations de maintien de la paix ne sont pas forcément le meilleur outil pour relever le défi de la criminalité organisée. Des organisations spécialisées telles que celles qu'on a décrites plus haut, sur Interpol ou d'autres, disposent en général d'une expertise plus pertinente. Et troisième point, qui est à mon avis le plus important, l'application de l'armée dans la lutte contre la criminalité par les opérations de maintien de la paix est de nature à brouiller la division du travail entre l'armée et la police. Et sur ce point, je voudrais me référer au Comité international de la Croix-Rouge, qui, comme vous le savez, aussi intervient dans ces zones à risque et travaille beaucoup, que ce soit avec l'armée et avec la police. Et le CICR donc, insiste beaucoup sur le fait que le travail d'un officier de police est très différent de celui d'un soldat, et que sa mission ne consiste pas à neutraliser un ennemi, mais à maintenir l'ordre et la sécurité publique et à servir à protéger la population pour répondre à des objectifs différents. Et on voit bien que cette intégration parfois de la police dans les missions de maintien de la paix, effectivement, c'est de nature à brouiller les pistes. Et surtout, c'est pas forcément la manière la plus efficace. Et j'en veux pour preuve un autre exemple. Alors, une institution dont on n'a pas parlé, parce qu'effectivement, mais qui est importante en matière de sécurité internationale, c'est l'OTAN. Alors, l'OTAN, qui est impliquée dans différentes opérations, et qui avait, à l'époque, je ne trahis pas de secret ici, mais qui a approché Interpol pour essayer de trouver les moyens de collaborer. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils intervenaient, par exemple, quand ils interviennent dans les mers en Somalie, au large de la Somalie, et qu'ils arrêtent des pirates. Ils arrêtent des pirates, ils trouvent des ordinateurs, des téléphones qui contiennent des éléments de preuve de crimes qui sont intéressants pour la police, et eux, c'est les militaires, ils ne savent pas du tout quoi en faire de ça. Ils sont pas formés pour ça, et c'est pas dans leur mission. Eux, ce qu'il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils arraisonnent un navire, qu'ils s'arrêtent les pirates et qu'ils les remettent à la police derrière, mais ils ne savent pas quoi faire avec ces éléments. Et il peut y avoir, du coup, puisqu'ils détiennent ces éléments de preuve pendant un moment, et ils peuvent être
corrompus. Enfin, je veux dire, c'est pas les militaires qui sont corrompus, mais le fait d'allumer le téléphone, d'aller voir ce qu'il y a dedans, un juge derrière peut dire, mais est-ce que je suis sûr que le téléphone est exactement comme il était au moment où il a été saisi, parce que est-ce qu'il n'y a pas des informations qui ont été mises dedans, qui ont été effacées, etc. Et donc, il demandait un peu une collaboration comme ça. Et alors, à ce jour, enfin moi, ça fait un petit moment que je suis plus à Interpol, mais je crois qu'il n'y a toujours pas eu d'accord qui a pu se formaliser parce qu'on voit bien que c'est deux mondes différents qui ne parlent pas du tout le même langage et qui ont du mal à se mettre d'accord sur des éléments qui permettraient une coopération. Et donc on voit le police et maintien de la paix dans le cadre de la sécurité internationale, c'est pas une chose si évidente que ça. Alors est-ce qu'il faudrait que les organisations pour conclure, ou presque, est-ce qu'il faudrait que ces organisations, que ce soit Interpol, Europol, Afripol, Ameripol, soient plus directement impliquées, mais je dirais de manière peut-être autonome dans ces opérations de maintien de la paix? Ça peut être une solution, mais ça a des coûts énormes. Et puis, je vais en parler là, parce que les opérations de maintien de la paix, ce sont des milliards de dollars. Mais avant tout, je voudrais vous dire que j'espère qu'on a vu dans ce que je vous ai dit que la coopération policière prise en tant que telle, elle constitue un facteur de sécurité internationale. En effet, si on admet que la criminalité, et notamment la criminalité organisée, compte tenu de son ampleur et de ses effets quasi systémique sur la stabilité des États, constitue un facteur d'insécurité internationale, alors la coopération en vue de la réduire est en soi un facteur de sécurité. Donc il y a quand même un lien étroit qui n'est pas évident quand on parle de sécurité internationale, parce qu'on pense tout de suite aux chars et aux avions de chasse, mais il y a quand même un lien étroit entre sécurité internationale et coopération policière. Mais la coopération policière, je dirais, c'est le parent pauvre des opérations de sécurité internationale. Je vous ai dit, les opérations de maintien de la paix, il suffit de regarder le budget des Nations Unies, ce sont des milliards de dollars. En comparaison, le budget d'Europol, par exemple, en 2020, c'est 158 millions d'euros. Le budget d'Interpol, alors là, c'est encore pire. Alors, j'ai su de 2019, je n'ai pas su de 2020. Mais c'était le budget de base, c'est-à-dire les contributions qui sont payées par les pays, c'était à peine 60 millions d'euros. Bon, après, ils complètent leur budget par des financements externes, mais pour des projets spécifiques. Donc, c'est pas avec ça. Donc, et les budgets d'Afripol, Ameripol, ils sont même, sans commune mesure, ils sont encore inférieurs à ça. Donc, ce ne sont pas avec des budgets comme ça que la police, la coopération policière va jouer un rôle, va jouer le rôle qu'elle devrait jouer dans la sécurisation de ces États. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire peu ou prou sur la question de la sécurité internationale et de la coopération policière. J'espère que je vous ai donné des éléments intéressants qui vous inciteront à aller fouiller un peu plus. Parce que c'est vraiment une problématique intéressante et je suis bien entendu ravi de répondre à des questions ou de discuter avec vous si vous le souhaitez. Merci. Alors, on a déjà des questions. Je vais vous poser des questions. Quelles sont les modalités de coopération policière entre l'Union européenne et Interpol, et entre la France et Interpol? Alors, je vais commencer par la France et Interpol. La France est un pays parmi les 194 pays qui existent.
Bon, après, dans les 194, il y en a qui sont plus ou moins actifs. Alors, je dirais que la France est relativement active dans Interpol. Alors, les modalités, c'est-à-dire que, je vous ai dit, Interpol a 17 ou 18 bases de données. Donc, ce que font les pays, c'est qu'ils mettent leurs informations dans ces bases de données de manière à les rendre accessibles aux autres pays. Alors après, il y a aussi des jeux de restrictions, c'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis, à l'époque, encore, je vous parle, mettaient des restrictions sur, par exemple, des pays comme le Soudan, la Libye, puisqu'ils ne voulaient pas qu'ils accèdent à leurs informations. Mais bon, globalement, le principe, c'est ça, c'est qu'il y a des bases de données, les pays mettent leurs informations dedans, et ce qui permet aux autres pays d'y avoir accès. Par exemple, Interpol, la France met beaucoup d'informations concernant les passeports qui sont déclarés volés ou perdus, ou les passeports VH qui ont été volés aussi et qui peuvent être utilisés. Et pour être tout à fait concret, quand vous arrivez dans un aéroport en France et qu'ils vérifient votre passeport, ça interroge à la fois la base de données française, mais aussi la base de données Interpol. Et le policier de la police et des frontières qui en face reçoit une information, est-ce que votre passeport est enregistré dans une de ces bases ou non. Voilà. Avec l'Union européenne, alors il y a un accord de coopération entre Interpol et Europol. Alors, je dirais qu'il gratte à la surface des possibles, hein, donc il y a un certain nombre d'échanges d'informations. Je pense que ça pourrait être beaucoup plus approfondi, mais ça c'est mon point de vue personnel. Mais il y a des pays européens qui vont mettre beaucoup plus d'informations à Europol et moins à Interpol, quoi. Mais c'est vrai que les informations que les pays européens réservent à l'Europe, ils vont plutôt les mettre à Europol qu'à Interpol. Après, il y a effectivement, l'Union européenne finance un certain nombre de projets à Interpol. Si vous allez encore là sur le site, vous verrez qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés par des fonds européens, qui ne touchent pas que l'Europe, hein, attention. Je pense notamment à un projet qui s'appelle WAPIS, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. WAPIS, c'est pour West Africa Police Information System. Et où en fait l'Europe finance la structuration des bases de données dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors quel intérêt pour l'Europe? Vous allez me dire, l'intérêt c'est que dans ces pays-là, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de base de données. Donc les informations circulent difficilement et il y a un certain nombre de criminels qui émigrent en Europe. Et je pense que l'intérêt de l'Europe, il est clair, c'est de connaître qui vient sur son territoire. Et si ces pays-là sont capables de fournir des informations sur les gens qui sont fichés chez eux, qui sont considérés comme criminels chez eux, c'est une manière pour l'Europe de se protéger aussi. D'accord. Alors, on a une autre question sur si la coopération policière semble, selon vous, dépasser les clivages géopolitiques ou politiques, y a-t-il pour autant une coopération réciproque entre services de renseignement nationaux ou supranationaux, Interpol, Europol, etc. Alors, moi, je vais parler de services de police, parce que quand on parle de services de renseignement, ça peut être ambigu, parce qu'on peut tout de suite être plus dans la DGSE qu'à la police judiciaire. Moi, je ne suis pas un spécialiste des services de renseignement en espionnage, hein, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a une coopération réciproque entre ces services? Alors, oui, enfin, moi, très franchement, ce que j'ai pu voir, et je vous l'ai dit, je vous ai donné l'exemple de l'Inde et du Bangladesh, mais je pense que ces structures de coopération multilatérale aussi, et notamment à Interpol, il y a un collègue japonais, alors, qui travaillait au bureau du Premier ministre au Japon un jour et qui m'avait dit, et ça m'a beaucoup marqué,
et qui m'avait dit, nous, tu sais, au Japon, on est isolé vis-à-vis de nos voisins, la Chine, la Corée du Nord, etc. On est isolé vis-à-vis de nos voisins, et franchement, il se passe très peu de coopération entre nous, mais beaucoup de coopération à travers Interpol. Et pour eux, une organisation comme Interpol, c'est un facteur neutre ou de neutralité qui leur permettait en fait de développer une coopération qu'ils ne pouvaient pas faire directement pour des questions géopolitiques régionales. Et je pense que c'est aussi un des atouts de ces organisations, c'est qu'elle permet effectivement de neutraliser pas neutraliser dans le sens stopper, mais de rendre neutre des coopérations qui ne le sont peut-être pas forcément. Et moi, ce que j'ai toujours admiré à Interpol, c'est effectivement cet esprit où c'est vraiment des policiers qui parlent aux policiers, qui travaillent avec des policiers, peu importe ce que disent leur gouvernement, quoi. Ah, dans certaines limites, attention, hein, mais c'est vraiment... et d'ailleurs, on le voit, si vous rendez à une assemblée générale d'Interpol, autant vous avez à l'assemblée générale de l'ONU, dans d'autres organisations comme ça, où les chefs de délégation, c'est des diplomates, à Interpol, les chefs de délégation, c'est souvent des chefs de police. Il y a quasiment pas de diplomates. De temps en temps, il y a des ministres qui se déplacent, oui, mais c'est vraiment les chefs de police qui tiennent l'organisation. Et ce qui est vraiment quelque chose... Alors, ça a son désavantage, c'est que quand on parle à des ministres d'Interpol, ils imaginent que c'est un budget de 500 millions, ils n'ont aucune idée qu'en fait, il n'y a pratiquement pas de soutien financier à Interpol. Mais l'avantage, c'est que je pense que c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui déjà vous remercie et pose la question de comment Interpol et les structures régionales telles que Afripol collaborent entre elles. Bon, Afripol, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a un accord de coopération qui a été conclu. Mais comme je disais, c'est un peu la même chose qu'avec Europol. Si vous lisez ces accords de coopération qui sont publiés sur le site d'Afripol, j'en sais rien, mais sur le site d'Interpol, tous les accords de coopération conclus par l'organisation sont publiés. C'est vraiment des accords de surface. Très franchement, ils ne sont pas très approfondis, ils ne vont pas très loin dans les obligations des uns et des autres. Mais l'idée, c'est effectivement d'échanger des informations, de fournir les uns aux autres des informations. Mais je pense que c'est vraiment, je pense que c'est plus une coopération de coordination pour éviter, qu'on soit deux organisations à travailler sur le même sujet, et encore, plus que vraiment de l'échange d'informations vraiment opérationnelles, concrètes. C'est-à-dire qu'il y a des pays européens qui vont donner des informations très opérationnelles à Europol, mais tout en disant à Europol, vous partagez absolument pas ça avec Interpol, quoi. Et à Europol, vous savez, ils ont ce qu'ils appellent des fichiers d'analyse. Donc en fait, les pays mettent des informations pour une analyse spécifique. Et ces fichiers d'analyse, d'informations qui sont dedans, elles ne sortent pas, d'Europol. Interpol n'en bénéficie pas. Si Interpol n'en bénéficie pas, ça veut dire que les autres pays n'en bénéficient pas. Donc je dirais que il y a une coordination de surface, une coopération de surface, mais à mon avis, qui est loin d'avoir l'efficacité qu'on pourrait envisager ou qu'on pourrait estimer. Alors, une autre question. Qu'en est-il de la coopération entre Interpol et la lutte antiterroriste? Ne faut-il pas une harmonisation des services de renseignement pour la rendre plus efficiente? Alors, effectivement, le terrorisme, il y a deux aspects. Il y a le rôle de la police criminelle, ce qu'on appelle l'organisation de police criminelle, ou la police judiciaire en France.
Voilà, très transparent, on est dans des procédures pénales claires. Après, il y a les services de renseignement qui ne sont pas forcément dans des procédures, hein, qui font du renseignement, qui peuvent être éventuellement utilisés après dans des procédures, mais qui font ça un peu, je dirais, en sous-main. Alors, l'histoire du terrorisme à Interpol est assez compliquée, parce que jusqu'en 85, franchement, Interpol faisait du terrorisme, en fait, n'avait aucune information sur le terrorisme. Et pour ça, s'appuyait sur l'article 3 de son statut qui dit aucune intervention en matière politique, raciale, religieuse, je ne sais plus quoi. Et en fait, parce que jusqu'en 85, on considérait que de toute façon, le terrorisme, c'était politique, et donc, en gros, il ne se passait rien. Bon, il y a eu un changement de doctrine quand même. La Constitution n'a pas changé, mais il y a quand même un changement de doctrine à partir de 85 qui était de dire, ouais, enfin, terrorisme, dire que c'est politique, il peut être politique, mais il n'est pas que. Hein. Et aujourd'hui, si on dit que c'est politique, si on dit que les attentats du 13 novembre en France étaient politiques, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui va suivre ça. Et donc, Interpol s'est effectivement investi de plus en plus sur ce sujet. Là encore, il n'y a pas des milliards d'informations qui transitent par Interpol sur le terrorisme, mais quand même, il se passe beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 là, aux États-Unis, les États-Unis, tout de suite, ont demandé une notice rouge. Vous avez peut-être entendu parler des fameuses notices rouges. C'est une manière pour Interpol de dire que quelqu'un est recherché en vue d'être arrêté ou d'être jugé, ou alors d'être arrêté pour être emprisonné s'il a déjà été jugé. Donc les États-Unis ont tout de suite demandé une notice rouge contre Ben Laden. Et donc, ils ont quand même trouvé, les États-Unis, qu'Interpol a quand même un rôle à jouer. Bon, on sait comment ça s'est fini. C'est pas la police qui a arrêté Ben Laden quand il prenait son café ou quand il passait une frontière, mais n'empêche, il y avait quand même une volonté d'utiliser Interpol. Et aujourd'hui, le terrorisme, il y a une direction à Interpol qui est consacrée à ça. Donc ça a quand même pris, il y a quand même une progression notable en matière de coopération sur le terrorisme. Après, les pays restent maîtres des informations qui veulent échanger, hein. Donc il faut pas se faire d'illusions. À Interpol, vous ne trouverez pas dans les bases de données des informations que vous trouverez dans les services de renseignement. Vous ne trouverez pas d'informations sensibles au sens qu'elles sont hyper secrètes. À Interpol, vous trouvez des informations qui sont issues de procédures judiciaires. Donc, les procédures judiciaires, c'est quand même des procédures encadrées, etc. Donc, on est dans deux mondes un peu différents. D'accord. Alors, on a aussi des questions un peu plus personnelles. Quel sujet avez-vous traité vous a le plus marqué et pour quelles raisons? Oula, alors j'ai une carrière de 27 ans à Interpol, donc j'ai fait beaucoup de choses, et des choses très différentes en plus. Parce que quand vous m'avez présenté, Egun, vous avez dit que j'étais conseiller juridique, ce qui est vrai. Donc, mais j'ai travaillé 10 ans au service juridique. Après, j'ai occupé des fonctions assez différentes. L'histoire du Timor oriental, c'était intéressant de travailler avec un pays qui venait d'obtenir son indépendance et qui était en train de se construire et qui sortait d'une guerre, hein, donc c'était vraiment des choses qui m'ont marqué. Il y a la mise en place des coopérations avec les tribunaux internationaux, par exemple, avec la Cour pénale internationale, avec les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, parce que là, on parle quand même de crimes qui sont qui sont à grande échelle et assez choquants. Et donc, moi, j'ai négocié un certain nombre d'accords, ça. Mais
il y a une chose, hélas très anecdotique, mais qui m'avait beaucoup marqué. Alors là, je n'étais pas du tout conseiller juridique, hein, j'étais directeur exécutif en charge des ressources. Et un jour, j'ai la visite du responsable d'Interpol en Irak, donc le chef du bureau central national Interpol pour l'Irak, qui venait dans le cadre d'une conférence et qui vient me voir parce que bon, ils avaient des problèmes de transfert d'argent, etc. Et qui vient me voir pour m'expliquer qu'il fait ce qu'il peut pour payer la contribution de son pays et tout, mais qui entre dans mon bureau en disant « Mais excusez-moi, monsieur le directeur, de vous déranger, je voudrais pas vous déranger. » Enfin, très... Et moi, je le regarde et je sais qui c'était, je l'ai déjà rencontré. Et je me dis, mais ce monsieur qui, quand même, tous les jours, risque sa vie en allant au travail, en revenant du travail, qui est obligé de partir armé de chez lui, et qui vient dans mon bureau et qui s'excuse en gros de me déranger, je me dis mais non, c'est le monde à l'envers. Et j'avais un collègue qui disait assez justement d'ailleurs que en fait Interpol, les fonctionnaires qui sont au siège, en fait, ce sont ceux qui ont la chance d'être payés pour s'occuper des autres et travailler dans un environnement très sécurisé, dans un pays très sécurisé, et on a des collègues et on travaille pour des gens qui, sur le terrain, eux, tous les jours, il y en a qui se font tuer. Moi, j'ai connu beaucoup de gens, enfin un certain nombre, beaucoup, il ne faut pas exagérer, mais j'ai rencontré un certain nombre de personnes, d'officiers de police, de responsables de police, au hasard des conférences, en fait, dans le cadre de mes fonctions, jusqu'au jour où j'ai appris qu'il avait été tué dans une opération, etc. Et je crois que c'est effectivement ce qui marque le plus, et je pense que ça rend humble sur nos fonctions. Alors, une autre, et peut-être la dernière question. Avec le récent attentat de Vienne, on a entendu que la police autrichienne avait été prévenue dans une sorte de signalement. Comment on explique que malgré ces coopérations, on n'arrive pas à faire face véritablement à la question sécuritaire? Je dirais, hélas, enfin, sans être cynique, hein, ne prenez pas ça pour du cynisme. Mais Interpol a été créé en 1923, on est en 2020, donc presque 100 ans. Je ne suis pas sûr que la criminalité ait beaucoup baissé depuis. Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien, hein, et c'est pour ça que je dis ne prenez pas ça pour du cynisme. Mais c'est tellement compliqué, il y a tellement d'informations qui circulent et que bah oui, hélas, il y a des ratés. Et là, en plus, on ne parle pas d'une... Enfin, si j'ai bien compris ce qui était dit dans la presse, hein, c'est une information qui a été communiquée directement d'un pays à un autre. Je veux dire, ça s'est même pas perdu dans les méandres d'une administration internationale. Mais je pense que si vous allez dans un service de police, et si vous voyez la masse d'informations qui leur arrivent chaque jour et qui doivent traiter, faire le tri dedans, hélas, oui, il y a des choses qui passent à travers. Moi, je me souviens, là, après les attentats du 13 novembre, donc les pays qui étaient concernés, essentiellement la France, la Belgique, mais d'autres aussi, ont transmis des téraoctets, et quand je dis des téraoctets, c'est des dizaines de téraoctets à Europol pour analyse. Donc, et ça leur a pris des mois d'analyse. Et en France, les services d'analyse aussi, pour un attentat avec un nombre d'auteurs qui était quand même limité, les services d'analyse ont travaillé des mois sans arrêter pour un attentat. Donc aujourd'hui, la criminalité est tellement complexe, tellement de ramifications que, alors ça n'excuse pas, c'est pas du cynisme, mais
Comme un chirurgien qui peut faire 3000 opérations sans problème et qui, à 3001e, va faire une erreur. Est-ce que pour autant c'est un mauvais chirurgien? Je ne pense pas. Donc la dernière question, et puis ensuite on va vous libérer. Quelle place prend la cybercriminalité dans l'action d'Interpol? Existe-t-il une cellule qui se concentre sur cette forme de criminalité en particulier? Oui, alors je vous ai parlé, je crois, dans ma présentation d'un centre d'Interpol qui est à Singapour. Alors, ils ne font pas que ça, mais il est essentiellement dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Mais je dirais qu'Interpol est vraiment dans les prémices de ça. Alors, ce sont des anciens collègues qui sont très compétents, mais qui sont peu nombreux et qui ont très peu de moyens. Par exemple, à Europol, vous avez un centre sur la cybercriminalité qui a énormément plus de moyens que ce que peut mettre Interpol. Et hélas, je dirais, ils sont plus dans une logique de prévention, d'information, que dans une logique vraiment opérationnelle. Mais à ce sujet, c'est intéressant parce que ça ouvre sur une autre perspective, qu'on ne trouve pas dans le terrorisme, bien entendu, quoique. Mais c'est que, c'était pas le sujet vraiment ici, mais je pense que c'est intéressant d'en parler, c'est que la cybercriminalité, c'est un domaine qui demande tellement de moyens financiers, de moyens techniques, qui est tellement pointu que ce soit Interpol ou n'importe quel service de police, il peut absolument pas travailler seul. C'est-à-dire que là, on entre vraiment dans une discussion intéressante sur comment on peut créer des synergies entre le secteur privé et la police. Parce que je pense que, et je suis convaincu, que dans ce domaine en particulier, mais dans d'autres, puisque la question est sur ce domaine, dans ce domaine en particulier, sans coopération, sans synergie entre le secteur privé et la police, elle peut rien faire parce qu'ils n'ont pas les moyens, que ce soit Interpol ou les services de police nationaux. Je veux dire, ils n'ont pas les moyens de payer des ingénieurs hyper pointus. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais c'est des gens qui ont vraiment la foi, qui font ça. Et moi, j'ai des ingénieurs, alors qui n'étaient pas spécialisés dans la cybercriminalité, à Interpol, qui pouvaient gagner 2-3 fois plus dans le privé, mais qui restaient parce qu'ils croyaient à la mission. Et bon, il y a quand même beaucoup plus de gens qui vont aussi travailler dans le privé parce que c'est quand même mieux payé. Et on ne peut pas les blâmer pour ça. Et donc, je dirais que les services de police et Interpol, ils sont hors compétition, quoi. Donc, en fait, ils courent derrière, ce qui ne veut pas dire qu'ils font rien, mais ce qu'ils font, c'est une goutte d'eau dans un raz-de-marée, quoi. Donc, c'est très, très compliqué. Merci beaucoup, Laurent. Je vous en prie, c'est un plaisir. J'espère que les auditeurs ont apprécié. En tout cas, on a des messages de remerciement. Donc, je remercie tout le monde pour votre présence ce soir avec nous et j'espère que vous serez présents pour nos prochaines conférences. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.